Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, je suis Nathalie Dumont, la productrice du podcast Demande à ta mère. Avec ce podcast, je souhaite vous informer et vous inviter à créer du lien entre femmes en transmettant des réponses justes et validées autour de questions intimes. Les hommes sont aussi les bienvenus à bord pour rester connectés aux questions de leurs filles et des femmes de leur vie. Alors pour vivre cette aventure avec vous, je vous proposerai chaque semaine de nous retrouver autour d'un sujet parfois encore un peu tabou et j'accueillerai des professionnels de santé pour y répondre. Un ou une gynécologue, un ou une psychologue, un ou une pharmacienne, selon les thèmes abordés. Pour les 2 premiers épisodes, nous serons entourés du docteur Aurélie Joris, gynécologue, et Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors on se lance? Promis, nous allons tout mettre en œuvre pour que chaque épisode vous inspire, que vous soyez maman, sœur, tante, copine, grand-mère ou père de jeunes filles. J'espère que ça va vous plaire et surtout que cela vous sera utile. Alors merci d'être avec nous. Notre premier épisode est consacré à la première consultation chez le gynécologue, une étape souvent marquante dans la vie d'une femme. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés notre toute première invitée, le docteur Aurélie Joris, gynécologue à Bruxelles. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans Demande à ta mère. Avant de nous plonger dans la thématique de cette première consultation, j'ai une petite question sourire à vous poser. Êtes-vous maman d'une ou plusieurs filles? Oui, moi je suis maman d'une petite fille encore, elle a 5 ans et demi, une petite Julia. Donc je ne suis pas encore très concernée par cette première consultation. Mais si vous vous projetez alors dans l'avenir, quelle serait la question intime à laquelle vous préféreriez ne jamais devoir répondre un jour? Bonne question, mais en fait, je serais presque contente que ma fille me pose des questions par rapport à sa vie, parce que je pense que le plus important, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec son enfant et ne pas avoir de sujets tabous avec lesquels elle ne se sente pas à l'aise de me parler. Donc, je serais presque contente de voir ma fille qui vienne me poser certaines questions par rapport à la sexualité. D'accord, donc cette transmission de femme à femme, ça vous parle, vous, en tant que femme? Oui, énormément. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se transmettent de mère à fille qui sont assez importantes de savoir, voilà, que moi j'essaie souvent de dire à mes patientes aussi, c'est de se sentir respectée. Quelle que soit la relation, que ce soit la relation médecin, que ce soit la relation par rapport à son compagnon, c'est de se sentir respecté dans sa relation. C'est un beau message. Alors, on se lance dans le sujet, la première consultation chez les gynécologues. Quand est-ce qu'il faut programmer cette fameuse première consultation? Est-ce qu'il faut le faire au moment du premier rapport sexuel ou juste après? Est-ce que c'est indispensable que ce soit lié? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour venir consulter. Tout dépend de la jeune fille. Tout dépend de sa demande. Il y a souvent quelques moments clés à laquelle elle aura de temps en temps envie de venir consulter, que ce soit lors des premières règles, lors des premiers rapports sexuels, si elles ont des questionnements sur leur corps, sur leur sexualité, sur la contraception. Maintenant, il y a certains motifs qui amènent à consulter. Par exemple, si la jeune fille n'est pas réglée à un certain âge, donc normalement une jeune fille à 16 ans doit avoir ses règles, la moyenne c'est vers 11 ans et demi, 12 ans. Donc si à 16 ans elle n'est pas réglée, la maman ou la personne responsable doit s'inquiéter et en tout cas faire venir voir un gynécologue. Si les règles sont très fortes, qui empêchent la jeune fille d'aller à l'école, si elles sont très abondantes, qu'elle se change de protection toutes les heures, voire toutes les 2 heures, et qu'elle doit mettre même triple protection la nuit et que ça déborde. Donc ça, c'est vraiment des motifs aussi qui doivent venir faire voir un gynécologue pour voir s'il n'y a pas des soucis. Et bien sûr, on peut l'aider à diminuer ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on est sexuellement active, à partir de 25 ans, il faut venir faire son frottis dépistage pour le cancer du col tous les 3 ans. Mais ça ne doit pas spécialement être chez un gynécologue, ça peut se faire dans des centres de planning familiaux. C'est à qui de décider? Est-ce que c'est maman, papa qui doit interpeller en disant voilà, est-ce que tu n'irais pas consulter un gynécologue ou bien ça c'est trop intrusif? Comment on s'y prend? Alors, il peut proposer. Maintenant, je pense que c'est vraiment à la jeune fille de décider. C'est elle qui décide. Sinon, elle sera probablement pas dans les bonnes conditions si elle n'est pas prête à recevoir et à venir voir le gynécologue. Maintenant, bien sûr, comme je le disais, la maman peut suggérer un rendez-vous à sa jeune fille en lui disant « Mais je vois que tes règles sont très douloureuses, que tu vas pas à l'école quand tu es réglée, qu'elles sont très très fortes. Est-ce que tu veux pas qu'on aille voir quelqu'un qui pourrait éventuellement t'aider à voir si c'est normal et éventuellement te donner quelque chose pour diminuer la quantité ou les douleurs liées à ça? Ou tiens, je vois que tu t'intéresses un petit peu, est-ce que tu as un petit copain, est-ce que tu voudrais qu'on aille voir quelqu'un pour parler éventuellement de la contraception? Maintenant, ce qu'il faut aussi dire à sa fille, c'est qu'elle n'a pas spécialement besoin d'en parler à son parent. Si elle ne se sent pas à l'aise, si
Si elle n'a pas envie, elle peut aller consulter, même si elle est mineure, elle a le droit d'aller voir un gynécologue ou d'aller dans un planning familial pour demander une contraception ou une consultation et parler de sujets par rapport à ses règles, sa sexualité ou d'autres choses. C'est un point important parce que je pense que les jeunes filles ne se sentent pas toujours légitimes pour y aller ou le font soi-disant en cachette alors que c'est un droit. C'est un droit, tout à fait, c'est un droit. Elles ont le droit de venir, même mineures, de venir consulter et elles ont accès à la contraception. Et c'est important que les parents le sachent aussi. Elles ont le droit de venir sans eux, même si elles sont mineures. Et qu'on est soumis au secret professionnel aussi. Alors, est-ce que, malgré tout, voilà, une fois qu'on en a parlé, c'est mieux de venir seule ou accompagnée ou c'est au cas par cas ? Alors, c'est au cas par cas. Donc, c'est vrai que souvent, la première consultation, la jeune fille est très craintive par rapport à cette consultation parce qu'elles ont peut-être entendu certaines choses, certaines copines qui lui ont dit c'est horrible. Donc, c'est vrai que souvent, elles aiment bien être accompagnées d'une tierce personne, donc que ce soit la sœur, la copine, le papa, la maman ou voire même le petit copain si elles ont un petit copain. Et à un certain moment dans la consultation, on fera sortir la personne, l'accompagnant, qui sera le moment où on posera des questions un peu plus intimes par rapport à sa sexualité. Et là, à ce moment-là, on fera sortir la personne ou pas. Si la jeune fille désire que sa maman ou sa copine reste tout le long de la consultation, elle a le droit tout à fait qu'elle reste présente. Donc il y a le respect justement de j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés parce que c'est la première fois. Bien sûr, jamais on fera sortir de force quelqu'un. Donc même si elle a envie que la maman reste, qu'il faut faire quelque chose, bien sûr la maman ou l'accompagnant peut rester. Est-ce qu'il arrive que la maman veuille absolument rester alors que alors souvent quand même les mamans spontanément disent oui, je crois que c'est mieux que tu parles seule à la gynécologue. Donc souvent spontanément elles acceptent et puis c'est rare que les parents ne veulent pas sortir. Oui, il y a quand même une limite qu'on peut plus dépasser à un certain moment. Oui. Alors, quel genre de questions le gynécologue va-t-il poser, il ou elle, à la jeune fille ? Parce que ça reste flou quand on n'y est jamais allé, en fait. Bien sûr. Donc, alors dans un premier temps, toujours, on essaie de mettre à l'aise la jeune fille. Moi, je parle souvent de qui je suis, que je suis une gynécologue et donc je m'occupe pour parler scientifique de tout ce qui est les organes génitaux. Donc, je leur montre ce que c'est qu'un utérus, des ovaires, des trompes, comment les règles, ça fonctionne. Et alors, on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on leur pose quelques questions par rapport à leur histoire médicale, que ce soit personnelle. Donc, si elles ont des problèmes à la thyroïde, si elles ont des problèmes de tension, si elles ont des migraines, parce que tout ça, ça peut influencer au niveau hormonal, et voir si elles prennent des médicaments. Voir également si elles ont déjà été opérées et s'il y a des antécédents familiaux particuliers, que ce soit les antécédents de cancer du sein, cancer de l'ovaire ou des problèmes de thrombose, c'est-à-dire des caillots dans les vaisseaux. Dans un autre temps, on demande est-ce qu'elle est déjà tombée enceinte, est-ce qu'elle a déjà eu recours à une IVG, et on lui pose également des questions par rapport à ses règles, à quel âge elle a été réglée pour la première fois, est-ce que ses règles sont régulières. Il faut savoir qu'au début, c'est normal d'avoir des cycles irréguliers. Donc, les 2 premières années après la ménarche, donc après les premières règles, c'est normal que les cycles soient irréguliers. Maintenant, après, par la suite, ils doivent se régulariser. Quelle est la quantité ? Est-ce qu'elles sont très abondantes ? Est-ce qu'elles sont très douloureuses ? Après, on fait sortir, s'il y a un accompagnant, on propose que l'accompagnant sorte. Et alors, on pose des questions plus intimes à la jeune fille, voir si elle a des questions par rapport à sa sexualité, par rapport à ses premières relations sexuelles. Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'elle saigne après les rapports ? Tout ça, c'est des questions qu'on leur pose également. Ouais, j'imagine que ça ne doit pas être très très facile quand on est une toute jeune fille, 16 ans, 17 ans, 18 ans peut-être. C'est difficile de s'entendre poser des questions aussi intimes. Comment on peut les préparer au mieux justement au fait que ce sont des questions qui ont leur bien fondé au niveau médical et que c'est pas une question, faut pas avoir honte de répondre à ces questions. Non, il faut démystifier la relation patient-médecin. Donc nous on est vraiment là pour les aider. Il faut créer une relation de confiance et on est là pour les aider à que tout se passe au mieux et pour répondre à leurs questions. On est des êtres humains, on est de plus en plus à l'heure actuelle à l'écoute quand même des demandes des patientes. Et il faut que la patiente se sente respectée dans cette relation et il faut qu'elle se sente en confiance. Si on lui propose de faire un examen et qu'elle n'est pas prête à cet examen, elle a le droit de refuser. En général, une première fois, on examine très très rarement la jeune fille, sauf si elle vient pour des plaintes spécifiques, mais sinon il n'y a pas d'examen. C'est très important ce que vous dites, il n'y a pas d'examen systématique lors de cette première consultation ? Non, il n'y a pas d'examen systématique lors de la première consultation. C'est vraiment une prise de contact où on crée un dossier, où on voit quels sont ses antécédents, les problèmes de santé.
Et voilà, sauf si maintenant il y a une plainte particulière, une demande de la patiente. Il y a certaines patientes qui demandent, par exemple, qui se posent des questions par leur anatomie, j'ai une des lèvres plus longue que l'autre, est-ce que c'est normal, il ne faudrait pas jeter un coup d'œil. De temps en temps, c'est les patientes qui demandent, mais s'il n'y a pas de demande spécifique de la patiente et qu'il n'y a pas de plainte particulière et on ne suspecte pas une anomalie, on ne les examine pas. Voilà, donc ce n'est pas nécessaire ce premier examen. Ce n'est pas nécessaire, et s'il est nécessaire, il faut vraiment mettre la jeune fille à l'aise, lui dire qu'elle ne doit pas se déshabiller en entier. Donc ça, à l'époque de nos parents, moi je sais que ma maman c'était comme ça, mais les patientes se déshabillaient en entier. Donc maintenant c'est plus jamais le cas. Donc ce qui pouvait être très traumatisant pour une jeune fille qui s'est peut-être retrouvée une ou deux fois nue devant nue comme un verre devant tout ce de cabinets médicaux. C'est pas toujours les plus cosy. Donc c'est vrai que c'est souvent important. Elles ne doivent pas se déshabiller en entier. Elles peuvent, il y en a certaines qui le savent, mais quand elles viennent voir le gynécologue, elles se mettent en jupe ou en robe pour pouvoir garder quand même quelque chose. Et elles ont le droit de demander aussi qu'on mette un drap d'examen au-dessus lorsqu'on les examine pour pas se sentir exposées. Voilà. Donc finalement, cette première rencontre, parce que c'est aussi une première rencontre pour la gynécologue ou le gynécologue, c'est là qu'on va tisser en fait un lien, une relation, voir si ça se passe bien. Et quand ça se passe pas bien, on a le droit de dire moi je veux plus aller là. Oui, bien sûr. Donc ça c'est très important. C'est qu'en Belgique, on a la chance et qu'on a le droit de choisir notre médecin. On peut aller consulter qui on veut. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on essaie d'éviter le shopping médical parce que sinon, il y a des examens qui sont faits à droite à gauche. Alors, on va de plus en plus vers un dossier partagé, mais de temps en temps, il y a encore des laboratoires qui ne partagent pas toutes leurs données. Donc, voilà, on n'est pas toujours au courant du frottis qu'elle a fait avant. Et donc, bien sûr que si elle ne se sent pas à l'aise, elle a tout à fait le droit de changer. Elle doit même changer de praticien. Donc, il faut vraiment qu'elle se sente à l'aise. Et si elle a l'impression qu'on lui a fait un examen qui n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas envie, elle ne doit bien sûr pas retourner à cet endroit-là. Et donc, bien sûr, elles peuvent changer. Maintenant, dans la mesure du possible, si ça se passe bien, on essaie quand même de rester dans une même relation avec le praticien. J'entends beaucoup de respect dans vos propos. C'est super important de se sentir respecté dès le début dans cette relation et forcément d'être respecté aussi par ses parents ou son petit ami, son conjoint. Oui, voilà. Moi, c'est quelque chose que je dis vraiment très souvent lors de la consultation, que je dis, voilà, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes en sexualité. Il n'y a pas des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment se sentir respecté. Et c'est ce que je leur dis souvent une première fois aussi, quand on parle de sexualité, je dis, mais tu dois faire ce que tu as envie de faire. Et si on te demande quelque chose et que tu sens que tu n'es pas en accord avec ça, tu n'es pas obligé. Tu peux toujours dire non. On a le droit de dire non, que ce soit à son médecin ou à son petit ami. On a le droit de dire non si on sent que c'est pas quelque chose en adéquation avec ce qu'on ressent. Ce qui est très, très, très important. J'aime beaucoup vos propos parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de jeunes aujourd'hui dont la sexualité se bâtit aussi sur des films porno qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant, des images qui sont pas forcément toujours adaptées à l'âge qu'ils ont et certainement pas à l'expérience sexuelle qu'ils ont, et elles se sentent souvent obligées de faire des choses et les garçons se sentent obligés de demander ces choses pour être à la hauteur des films. Mais la vie, c'est pas un film. Tout à fait. Donc voilà, mesdames, on peut toujours dire non, qu'on soit jeune fille ou même plus aguerrie. Tout à fait. Voilà. Alors, on parlait donc de cette première consultation gynéco. Ensuite, à quelle fréquence c'est conseillé de voir un gynécologue quand on a une vie sexuelle active, évidemment? Voilà. Alors voilà, il n'y a pas vraiment de fréquence obligatoire. De nouveau, il ne faut vraiment pas obliger. Ce qui est sûr, c'est que tous les 3 ans, il faut faire son frottis dépistage pour le cancer du col. Donc à partir de 25 ans, lorsqu'on a eu des rapports sexuels, il faut faire un frottis dépistage, même si on est vacciné pour le papillomavirus, donc l'HPV. Il faut faire un frottis dépistage tous les 3 ans. Ça a changé, c'était 2 ans avant. Avant, c'était 2 ans, maintenant, ça fait déjà bien 5-6 ans. Je pense que ça a changé. Maintenant, on est passé à tous les 3 ans. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, en général, si elle a un stérilet, on conseille de faire un contrôle annuel pour voir si elle est toujours bien en place. Bien sûr, il faut venir consulter si elles ont des plaintes infectieuses, qu'elles ont des pertes anormales, que ça les chatouille, si elles ont des questions par rapport à leur contraception, si leur cycle qui était régulier devienne irrégulier. Tout ça, ça peut être des motifs qui vont venir consulter, mais sinon, il faut au minimum venir tous les 3 ans. D'accord, je pense que c'est un bon message. Et que c'est pas parce qu'elles viennent consulter pour un souci qu'on va d'emblée les examiner. Donc voilà, si elles sont en ordre de frottis et qu'elles n'ont pas de plainte et qu'elles veulent venir discuter de la contraception, c'est pas pour autant qu'elles seront examinées ce jour-là.